Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cap sur les cantons de l'Est. Au départ de Saint-Vith, nous allons partir vers le sud pour parcourir un tronçon de cette fameuse Vennbahn, l'une des plus belles voies vertes d'Europe. En selle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Pour débuter votre belle échappée, vous ne pouviez pas rêver plus symbolique site que celui de l'ancienne gare de Saint-Vith. Construite à l'époque prussienne vers 1885, elle s'est vite avérée un important nœud ferroviaire. À sa glorieuse époque, 80 trains de marchandises et 30 de voyageurs y passaient aux heures de pointe et un bon millier de personnes travaillaient en ces lieux. Aujourd'hui, un bâtiment de l'ancienne gare abrite zwischen Veen und Schneifel, un intéressant musée de la vie et de l'histoire régionale. En parcourant ces diverses salles, vous remonterez le temps et voyagerez à travers les siècles. Tour à tour, vous ferez ainsi plus ample connaissance avec les premières peuplades qui ont occupé la région, les bouleversements géopolitiques qui l'ont émaillée, la religion qui l'a influencée, le chemin de fer qui était son épine dorsale. Chemin faisant, vous continuerez à vous plonger dans le glorieux passé ferroviaire de la ville grâce aux panneaux didactiques qui jalonnent l'itinéraire. Ceux du circuit historique témoigneront d'une époque révolue, rappelleront qu'à la Noël 1944, la ville a été bombardée et détruite à plus de 95% lors de l'offensive des Ardennes. Adossé au Millionenberg, un parc aménagé sur les débris de la ville, la Büchelturm a échappé à la destruction de 1944. Cette tour imposante est le seul vestige de l'enceinte médiévale. Au XIVe siècle, cet édifice de défense faisait partie, avec 6 autres tours aujourd'hui disparues, des remparts de protection de Saint-Vith. Le cœur de Saint-Vith à peine quitté, vous vous sentirez déjà ailleurs. Une forêt de résineux vous apportera une fraîcheur bienvenue et une senteur sans nul autre pareille. Lorsque vous atteindrez le hameau de Wiesenbach, l'heure sera bientôt venue de marquer une nouvelle halte. Entre Vieux-Tilleul, Ermitage et Pierre Tombal, vous aurez rendez-vous avec un petit joyau de l'histoire de l'art. Klaus-Dieter Klauser, bonjour. Vous êtes un passionné d'histoire locale. Nous sommes ici dans un petit havre de paix, mais où sommes-nous? Bonjour Frédéric. On se trouve ici à Wiesenbach. Wiesenbach est connu pour sa chapelle, qui a ses fondements au XIIIe siècle. Qui est surtout connu pour les peintures muraux qui se trouvent à l'intérieur, qui ont été découverts dans les années 80. C'est une chapelle qui est dédiée à Saint Bartholomé. C'est ça, à Saint Barthélemy qui est vénéré ici. Il y a même, c'est une chapelle de pèlerinage aussi. Au 8e ou 19e, il existait encore un pèlerinage pour le Saint Barthélemy. On amenait des poules, des œufs et je ne sais pas quoi, en septembre, lors de sa fête. Au Moyen-Âge, c'était quand même une chapelle très isolée ici, parce qu'elle existait seule dans cette région, il n'y avait pas d'autres maisons. On avait obtenu l'autorisation des autorités ecclésiastiques pour établir ici un cimetière. Le cimetière est documenté depuis le XIe siècle, mais avec ce cimetière, vous avez aussi un édifice religieux pour prier, un petit édifice, qui a ses fondements au XIIIe, donc c'est le début de la chapelle. Et puis cette chapelle s'est toujours développée parce qu'il fallait l'agrandir, il y avait plus de monde qui venait aussi pour le pèlerinage et c'est maintenant que l'édifice existe comme il existe ici depuis le XVIIIe siècle. Vous évoquez ces peintures, ça a été une sacrée découverte en 1982. Qu'est-ce qu'elles représentent? Eh ben, ces dessins représentent la voie du Christ qu'il a fait avant la crucifixion. Donc, les gens ne savaient pas lire et écrire à cette époque et il fallait les instruire par les dessins. C'est le sens de ces dessins, quoi. La religion, elle avait beaucoup d'importance dans la région. Oui, évidemment, comme dans toutes les régions rurales, les gens étaient assez pauvres et le seul espoir qui existait, c'est l'espoir, si on est mort, divin, voilà. Et c'est pour ça que cette religion est très importante, évidemment. Les gens trouvaient de la consolation parce que leur journée était assez dure, il fallait
travaillaient très dur et la mortalité était assez grande, donc il y avait beaucoup de misère. La région ici de l'Eifel, c'est une région climatiquement très rude, comme c'est le cas encore maintenant. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de se sauver et donc la religion, c'était vraiment un moyen de se consoler. Klaus Dieter, merci beaucoup pour toutes ces explications. On va continuer à parler de patrimoine, puisque l'heure est venue de retrouver notre Minute Patrimoine. Elle est aujourd'hui consacrée au patrimoine ferroviaire avec un focus sur la Mitropa, la compagnie des wagons-lits et des wagons-restaurants de l'Europe centrale et orientale. Nous sommes aujourd'hui dans une voiture-restaurant qui appartenait à la Mitropa. Alors, qu'est-ce que c'était la Mitropa? Eh bien, en fait, c'est une société qui est créée en 1916 par les Allemands en pleine Première Guerre mondiale. Jusqu'à présent, c'est la compagnie internationale des wagons-lits du Belge Georges Nagelmakers qui règne en maître sur le grand trafic international. Les Allemands décident qu'il doit en être en fait autrement. Et c'est très simple, ils fondent cette société. Comme ils n'ont pas de matériel, ils prennent celui de la Compagnie internationale des wagons-lits. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette société va être sous la coupe des nazis. Et après la guerre, par les hasards de l'administration, le siège se retrouve à Berlin-Est et cette société va se cantonner dans les transports de l'Allemagne de l'Est, donc la République démocratique allemande, les pays du bloc de l'Est et aussi certains pays neutres, comme par exemple l'Autriche. À la réunification allemande, il va y avoir une fusion avec une autre société. Donc d'une certaine façon, la Mitropa existe encore toujours. Ceci est aussi une preuve que le patrimoine ne connaît pas toujours des frontières et que l'on peut retrouver en Belgique des traces d'une histoire européenne. Coup de pédale après coup de pédale, votre progression sur la Vennbahn se fera de façon linéaire. Vous tournant vers le passé, vous apprendrez que la ligne bénéficiait d'un trafic intense, principalement pour transporter le charbon et le coke du bassin houillé d'Aix-la-Chapelle vers les fonderies de fer et d'acier du Luxembourg et de la Lorraine. En sens inverse, le minerai de fer allait vers les aciéries du Rhin et de la Roure. Produits agricoles, bétail et bois complétaient aussi les charrois. De nos jours, les traces de l'ampleur de ce trafic se font rares, à l'exception du site de Lommersweiler et de ses impressionnants tunnels, l'un désormais réservé aux chauves-souris, l'autre aux adeptes de la mobilité douce. Poursuivant votre escapade, vous comprendrez aisément pourquoi la Vennbahn, l'un des plus longs sentiers cyclistes d'Europe aménagé sur une ancienne ligne de chemin de fer, a plusieurs fois été primé sur la scène internationale. De part et d'autre de son tracé, des paysages typiques vous entraîneront dans un dépaysement total, avec un goût prononcé pour une ambiance aux intonations alémaniques ou jurassiennes. Les forêts se mélangeront aux prairies, les villages et hameaux s'étaleront entre collines et rivières. Au cœur de la vallée, les clapotis de lourds vous berceront. Érigée sur son promontoire, la chapelle blanche Saint-Hubert de Weveler marquera le paysage de son empreinte. De 1313 à 1803, cette construction du gothique tardif a servi d'église paroissiale de Royland. Et c'est à son pied que vous marquerez une nouvelle pause. Catherine Margrave, bonjour. Vous êtes journaliste à la BRF. Nous sommes aux portes de Burgenland, dans cette belle vallée de Lourdes. Quelle magnifique région! C'est très très joli chez nous, n'est-ce pas? En fait, nous sommes dans la commune germanophone la plus au sud des 9 communes germanophones. C'est très paisible, c'est très calme, c'est une région rurale, très verte et c'est pour ça que les gens viennent ici d'ailleurs pour venir se ressourcer dans la nature. Il paraît d'ailleurs qu'il y a pas mal de Flamands qui ont acheté des maisons pour venir le week-end pour profiter de tout ça.
C'est très dépaysant. Et ici, je vois quoi, un ancien moulin, des étendues d'eau. Où sommes-nous et qu'est-ce qui s'y passe ici? Ça, c'est le Wevelermühle, ça s'appelle Moulin de Weveler. Ça appartient à la famille Tsai depuis plus de 300 ans, ils ne savent pas exactement. Avant, c'était un moulin classique, un moulin à farine. Ça a été transformé en moulin électrique. Et puis, à un moment, il y a le restaurant qui est venu s'ajouter et il y a quelques années, la pisciculture aussi. Derrière, c'est pas un étang de pisciculture. Non, ça c'est un étang de pêche parce qu'ici, même des gens normaux comme nous peuvent venir en groupe pour profiter des deux, pour profiter de la nature, pour profiter des poissons. On peut venir pêcher et manger le soir, donc on a la nature et la bonne bouffe chère à nous Belges. Mettez-nous un petit peu en appétit cette pisciculture, mais qu'est-ce qu'on y élève comme poisson? C'est surtout des truites et des truites saumonées. Et j'ai appris, quand j'ai fait mon sujet, que c'est en fait la même chose, c'est juste la nutrition qui change. Votre sujet, vous nous en parlez, hein, Catherine, on va tout de suite le découvrir. C'est la pisciculture ici du moulin de Weveler. Le décor pittoresque de la vallée de l'Our, appelée Ourtal. C'est l'eau de l'Our qui alimente la pisciculture Ourtal dans le village de Weveler. Durant toute l'année, aussi bien en été qu'en hiver, des poissons y sont élevés. L'agronome Thomas Jung s'occupe quotidiennement des animaux. 150 000 poissons grandissent pour le moment dans les divers bassins. Ils sont nourris avec du fourrage qui contient entre autres de la farine de poisson, des vitamines et du carotène pour les truites saumonées. Die Fischzucht ist, das ist ein Ganztagsjob, also wir machen von. C'est un travail à plein temps. On commence avec des petites truites qu'on élève jusqu'à l'abattage. On travaille de manière extensive. On laisse de la place aux animaux. La température est contrôlée, le niveau d'oxygène est contrôlé, la santé des poissons est primordiale. Und wie gesagt, die Gesundheit der Fische zu beachten, dann, was bei uns im Vordergrund steht. Il n'y a plus d'exploitation comparable en Belgique. À Weveler, on élève surtout des truites et des truites saumonées. Elles sont servies dans les restaurants de la région ou destinées à la vente en supermarché. Une partie est vendue vivante aux étangs de pêche. Tous les 2 mois, le poids des poissons double. Quand ils sortent de l'eau ici, ils ont un poids entre 300 grammes et 4 kilos selon le souhait du client. Après le bassin d'élevage, la dernière étape est appelée la réserve. Avant d'être abattus, les poissons doivent être à jeun. Ils sont livrés aux clients crus, en filet ou fumés. Nous travaillons de manière extensive et ne nourrissons qu'un minimum. Ainsi, le poisson garde sa saveur naturelle qu'il est censé avoir. La preuve est livrée juste à côté, au restaurant Wevelermühle. Le moulin est la propriété de la famille Tsai depuis plus de 300 ans environ. La date exacte n'est pas connue. La gastronomie y est pratiquée depuis le début des années 80. La spécialité, le poisson d'à côté, évidemment. Viviane Tsai prépare un filet de truite au beurre noisette citronné. C'est une entrée typique de la maison. Affinée avec des herbes de la région. Régional, saisonnier, authentique, la recette du moulin de Weveler. Vous achèverez votre magnifique échappée sur la Vennbahn du côté de la gare de Royland. Un peu plus loin, au cœur du bourg, vous escaladerez l'escarpement rocheux menant aux ruines du château fort. Son imposante tour et ses puissantes murailles toujours debout ne sont qu'un pâle reflet de l'impressionnante résidence d'autrefois. Comtes et seigneurs s'y sont succédés jusqu'à la Révolution française, avant que le château ne se substitue en carrière de pierre. Sauvée de l'oubli, la forteresse continue depuis à couler des jours heureux, tout en réservant ici et là de belles surprises.